D'où venons-nous? Comment s'est formé le monde qui nous entoure? Moteur de réflexions puissants, ces questions répondent à un besoin viscéral de connaître nos origines, notre appartenance et de comprendre ce monde qui nous entoure. Notre planète, la Terre, est une planète semblable aux autres. Comme les autres, elle est unique. Les planètes partagent une partie de leur histoire, mais ont ensuite évolué différemment. La Terre est la seule planète connue à abriter la vie. Parmi tous les organismes qui s'y sont succédés, l'un d'eux a démontré qu'il avait une forte capacité à maîtriser son environnement et à l'adapter à ses besoins, l'homme. L'homme déteste l'ignorance. Il se penche donc très tôt sur ces questions dans le but de comprendre la Terre. Mais peut-on réellement prétendre connaître la Terre alors que tant d'interprétations et d'incertitudes entrent en jeu? L'homme étudie le sujet, au début à travers la philosophie, puis par la géologie. L'étude de la lithosphère révèle une quantité d'informations étonnantes nous permettant de remonter jusqu'à sa formation. Aujourd'hui, une histoire de la Terre depuis sa naissance est écrite. Mais le scénario n'est pas figé et continuera d'évoluer au fil des découvertes. Son apparence n'a pas toujours été celle de la belle planète bleue, calme et paisible. Sa naissance et sa petite enfance se déroulent dans le chaos, un enfer sans précédent dans lequel règne une chaleur inimaginable. À quoi ressemblait la Terre il y a 4 milliards d'années? Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous embarquons pour un long voyage à travers le temps, depuis la naissance de la Terre jusqu'à aujourd'hui, afin de replonger au cœur de notre planète, au début de sa formation et tout au long de son évolution. Ce voyage est divisé en 4 vidéos qui décriront chacune un quart de vie de notre planète. Vous êtes ici dans le premier chapitre. Avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. La Terre s'est formée il y a précisément 4,57 milliards d'années. Sa formation survient de plus de 9 milliards d'années après la naissance de l'univers. On ne peut réussir à comprendre la place de la Terre si on ne resitue pas celle de l'univers et de son histoire. Revenons brièvement en arrière, là où tout a commencé. Il y a 13,8 milliards d'années, toute la matière de l'univers naissait. Un atome primordial, sans dimension et infiniment petit, qui contient toute l'énergie de l'univers. Ce moment précis est appelé le Big Bang. La matière et l'énergie de l'univers, ainsi que les dimensions d'espace et de temps, sont comprimées dans un état de densité extrême. La température est élevée et c'est dans cet environnement brûlant que toute la matière s'organise. « 30 minutes après le Big Bang, l'univers atteint la température de 300 millions de degrés et une densité quasi nulle. Rien ne se passe durant quelques centaines de milliers d'années. L'univers continue son expansion. Son rayonnement empêche les éléments les plus lourds de se former car ils demeurent instables. Les noyaux d'hydrogène et d'hélium baignent dans une mer de photons. Plus de 300 000 ans plus tard, la température atteint les 3000 degrés Celsius. De nouvelles liaisons ont lieu. C'est la recombinaison et l'univers devient transparent. Une première émission soudaine de lumière surgit, appelée le fond diffus cosmologique.
C'est une grande étape dans l'histoire de l'univers qui se retrouve tout à coup éclairée. La lueur de ce fond diffus cosmologique se propage jusqu'à nous depuis cette époque. Un million d'années après le Big Bang, l'univers est homogène. Sa température atteint les moins 173 degrés Celsius. Il ne contient aucun astre. La seule lumière est celle du rayonnement fossile. Il poursuit son expansion. De gigantesques masses de matière s'éloignent les unes des autres et des nuages d'hydrogène et des atomes qui se regroupent sous l'effet de la gravité. Des nuages de plus en plus denses se forment. Ce sont les proto-galaxies. Ces dernières présentent des inhomogénéités se traduisant par des zones où la matière va fortement se condenser jusqu'à faire naître les étoiles. Les premières galaxies prennent forme il y a 12 milliards d'années, tels des îlots de matière baignant dans le vide intergalactique. Les étoiles naissent un peu partout. Puis, quelques milliards d'années plus tard, les premiers amas de galaxies se dessinent. Certaines galaxies fraîchement formées se regroupent en nuages, que l'on appelle amas. La future Voie lactée est en phase embryonnaire. Elle a pour origine la réunion de proto-galaxies. Le superamas local Laniakea, le bassin d'attraction gravitationnelle vers lequel cheminent les galaxies et amas de galaxies, se forme il y a 6,8 milliards d'années. Il s'apparente à un gigantesque continent cosmique constitué de 100 000 grosses galaxies, dont la Voie lactée, contenant chacune environ 100 milliards d'étoiles et 1 million de galaxies naines. Le groupe local est l'agrégat de galaxies dans lequel se trouve la Voie lactée. Il y a 4,6 milliards d'années, le système solaire amorce sa formation. Tout commence avec la naissance de l'étoile de notre système solaire, le Soleil. L'énergie sombre est le constituant principal de l'univers. Le superamas local compte plus de 10 000 objets célestes. À sa périphérie se trouve le groupe local, constitué d'une trentaine de galaxies, dont la Voie lactée est la plus éminente. Son halo de matière noire l'a doté d'un disque mince, formé d'étoiles et de gaz, généralement très froid et assez dilué, puisqu'il ne contient que quelques dizaines de milliards d'atomes par centimètre cube. Un de ces nuages interstellaires flotte à 27 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Il est principalement composé d'hydrogène, de quelques soupçons d'hélium et d'autres éléments lourds provenant d'une supernova. Un fragment de cette nébuleuse s'effondre brusquement sur lui-même sous l'effet de l'attraction gravitationnelle. Les atomes s'accélèrent et migrent vers le centre, qui devient plus chaud et plus dense. Le nuage adopte une forme de sphère et le gaz s'échauffe pour rayonner de l'énergie. Le Soleil en devenir est pour l'instant sous la forme d'une proto-étoile. En vue de briller comme une étoile dans cet environnement excessivement froid, atteignant une température inférieure à 270 degrés Celsius, il doit produire suffisamment d'énergie. Le nuage de gaz se contracte jusqu'à atteindre en son centre 10 millions de degrés Celsius. La fusion des noyaux d'hydrogène démarre. L'interaction forte domine sur la répulsion électrique. Les deux atomes d'hydrogène se combinent pour donner un atome d'hélium et libèrent ainsi de l'énergie. Jusqu'à 4 millions de tonnes d'hydrogène brûlent par fusion à chaque seconde, et l'énergie produite dans cette fournaise à 15 millions de degrés Celsius doit sortir. Les photons, produits au centre du Soleil, se chargent de cette tâche et mettront 500 000 ans pour arriver jusqu'à la surface. Partis du noyau brûlant, ils traversent une zone radiative plus froide, à 2 millions de degrés et plus dense, puis une zone convective où la matière chaude part se dissiper vers l'extérieur plus froid.
Au terme de ce voyage, la matière refroidit et redescend vers le fond. Avant sa contraction finale, le futur Soleil s'est entouré d'un disque de gaz et de poussière qui se fragmentent en petits corps. Parmi ces derniers, certains s'agglomèrent en plus grosses structures et forment les planètes. Le disque de gaz s'amincit vers l'extérieur en raison de la gravité qui diminue et reste en permanence alimenté par les chutes de poussière qui tournoient autour du jeune Soleil. Les mouvements des particules engendrent de la chaleur qui se dissipe dans le domaine des rayonnements infrarouges. Le vent solaire chasse le gaz et les composés volatiles vers les zones externes qui sont plus froides. La ligne de gel se forme telle une limite entre le monde interne dans lequel les glaces ne sont pas stables et le monde externe dans lequel les glaces survivent. À l'extérieur de cette ligne, les embryons sont plutôt massifs et parviennent à attirer le gaz à s'enrober d'hydrogène et d'hélium. Ils continuent de grossir et lorsque la masse de cette enveloppe atteint 100 fois la masse terrestre, elle s'effondre sur elle-même et donne naissance à des planètes géantes gazeuses. C'est ainsi qu'apparaissent Jupiter et Saturne. Le deuxième scénario possible est que l'enveloppe planétaire se disperse, laissant derrière elle un gros cœur de roches et de glace comme Uranus et Neptune. De l'autre côté de la ligne de glace, le milieu est peu à peu appauvri de son gaz. Les embryons planétaires évoluent et sont parfois amenés à se croiser, ce qui engendre de violentes collisions entre ces embryons de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre dont les orbites sont voisines. Ces chocs libèrent une énergie démesurée. Seulement 4 objets survivront et se verront qualifiés de planètes telluriques. Parmi elles, la Terre. Les planètes telluriques se forment plus tard et plus lentement que les géantes gazeuses, ce qui semble paradoxal puisqu'elles sont plus petites. Les planètes telluriques possèdent toutes un manteau et un noyau, mais chacune possède ses propres particularités. La plus proche du Soleil est Mercure. Puis viennent ensuite Vénus, la Terre et Mars. Nous voici arrivés au moment qui nous intéresse, la naissance de notre planète Terre. L'histoire de la Terre commence ici, il y a 4,57 milliards d'années. Le jeune Soleil en formation est entouré de grains de poussière qui tournent autour de lui. Ces matériaux sont beaucoup trop rapides et ne réussissent pas à le rejoindre. Il s'étale en forme de disque, plus mince en son centre, constitué principalement d'hydrogène et d'hélium et parsemé de minuscules agrégats de substances à l'état solide. À l'image de la poussière qui se regroupe en moutons derrière les meubles, les grains de substance se rassemblent et s'agglomèrent les uns aux autres. Lorsqu'ils atteignent un diamètre au moins équivalent à 800 mètres, la gravité entre en jeu. Ils aspirent la poussière environnante et prennent la forme d'objets de plusieurs kilomètres. Ces jeunes et immenses planétésimaux absorbent toutes les substances qui se trouvent sur leur zone d'influence et c'est ainsi que se forment des embryons planétaires. Ils s'entrechoquent alors entre eux et fusionnent jusqu'à donner naissance à quelques planètes, dont la Terre. Le mécanisme d'accrétion de la Terre est contrôlé par un emballement gravitationnel de corps de plus en plus gros à partir d'un disque de poussière. Ce scénario se décline en 3 temps. Dans un premier temps, les grains de poussière sont proches du plan de symétrie de la nébuleuse. Ils s'agglomèrent par collision à basse vitesse. Des corps de 1 à 10 km de diamètre se forment progressivement. Dans le deuxième temps, on assiste à l'attraction beaucoup plus importante de la matière vers les corps les plus gros que vers les plus petits. Leur masse augmente exponentiellement. C'est l'emballement gravitationnel.
des objets de plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre évoluent jusqu'à atteindre des tailles gigantesques de planétésimaux de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Ces deux premières étapes durent moins de 3 millions d'années. Dans le troisième et dernier temps, la croissance cesse lorsque la masse de matière dans la zone de nourrissage est accrétée. Ne reste alors que des corps de la taille de petites planètes aux orbites excentriques. Cette dernière étape est plus longue que les deux premières. Plusieurs dizaines de planétésimaux de la taille de Mars se forment à ce moment-là dans le disque interne. Ils finissent par entrer en collision les uns avec les autres jusqu'à construire peu à peu une planète. Comment des corps d'accrétion de quelques dizaines de kilomètres de diamètre forment-ils des planétésimaux? La séparation du manteau silicaté et du noyau métallique s'opère avant l'accrétion des corps. Les corps ont en amont accumulé suffisamment de chaleur pour déclencher cette fusion. Ce qui est possible pour des masses relativement réduites en raison de l'énergie dégagée par la désintégration des éléments radioactifs à courte période. La poussière est l'élément qui constitue la masse colossale d'un nuage interstellaire. C'est à partir d'elle que prennent forme les planètes. Plongeons de plus près dans l'intimité des matériaux cosmiques afin de déterminer la nature du stock initial des éléments chimiques qui ont servi à fabriquer la Terre. Les nuages de poussière interstellaire dressent des obstacles à la transmission de la lumière. Ils affaiblissent l'intensité lumineuse et modifient le spectre de lumière. Cela prouve qu'ils contiennent une grande variété de composés, majoritairement des silicates, des molécules carbonées et des morceaux de matière carbonée. Mais ces grains de poussière cachent une diversité encore plus grande, car chaque agglomérat poreux contient des éléments qui contiennent eux-mêmes des sous-grains de taille inframicrométrique, voire nanométrique. Certains sont d'origine présolaire, avec entre autres les nanodiamants, le carbure de silicium ou encore le corindon. Le reste des composants des poussières cosmiques provient des réactions chimiques propres aux nuages interstellaires ou déclenchées par les réactions entre le protosoleil et son disque interne. Les météorites chondritiques, qui présentent des chondrules, sont le matériau le plus abondant et le plus primitif de la nébuleuse solaire. Les chondrites contiennent les éléments originels à partir desquels la Terre et les autres planètes telluriques se sont façonnées. Leur matrice composite est formée de particules de quelques microns contenant des minéraux microscopiques et des molécules carbonées. Ce liant maintient ensemble les inclusions minérales riches en calcium et en aluminium et les chondrules. Il ne peut se former que lors du voyage des objets dans les zones du disque éloignées du Soleil, car les températures sont suffisamment basses pour ne pas altérer les composés les plus fragiles. Propulsés par le vent solaire, les chondrules se recouvrent durant leur voyage d'une fine pellicule de particules d'argile en forme de couronne. La fraction minérale de la matrice renferme donc, en plus de l'olivine et du pyroxène, des espèces hydratées. Ces argiles sont essentiellement magnésiennes ou ferreuses et contiennent très peu d'aluminium. En dehors des argiles, les chondrites carbonés contiennent des molécules organiques très complexes comme des acides aminés ou encore des sucres. Mais alors, avec quoi notre planète tellurique s'est-elle fabriquée il y a 4,57 milliards d'années? Les chondrites carbonés sont les éléments les plus primitifs qui se sont formés dans la nébuleuse solaire. C'est à partir de ces proportions atomiques initiales que se sont formés les planétésimaux, puis les planètes. La correspondance de la composition de la couronne externe du Soleil et celle des chondrites est quasi parfaite.
Les processus de transformation de la Terre depuis sa formation ne font que remanier le stock en déplaçant certains éléments d'un réservoir à un autre. La Terre s'est constituée dans une partie sèche du système solaire, la limite des glaces au-delà de laquelle le système solaire contient des corps glacés ou constituée minéralogiquement d'eau se situe bien plus loin de l'orbite de Mars. La présence d'eau est donc étonnante, d'autant plus que la Terre sera la seule planète à en être pourvue. Bien qu'une partie de l'eau soit apportée par des collisions de météorites, il s'avère que l'autre partie provienne des fameuses chondrites qui ont composé la Terre, puisqu'elles peuvent être riches en eau à hauteur de 20% de leur masse. L'eau sur Terre résulte d'un mélange entre deux sources différentes, les chondrites carbonées et les comètes. Les 100 premiers millions d'années après la naissance du système solaire sont décisifs dans la formation de la structure interne des planètes telluriques. C'est durant l'existence de l'océan magmatique généralisé que se produit la migration gravitaire des éléments vers le centre de la planète Terre, mais aussi de la Lune. Leur accumulation construit peu à peu le noyau. Cette différenciation se produit en à peine 30 millions d'années, un temps très court qui implique un mécanisme efficace. Que s'est-il réellement passé ? Tout commence avec un équilibre thermodynamique qui scinde le métal et le liquide silicaté dont les densités sont différentes. La phase la plus dense, perpétuellement soumise à un effet d'agitation, finit par s'agglomérer en fines gouttelettes d'environ 1 cm de diamètre qui s'éparpillent dans le magma. Elles sont ensuite conduites par leur poids vers le centre de la planète et s'arrêtent dans un premier temps à la transition avec le manteau solide. Ici, elles vont subir de nouvelles modifications dans leur composition. Elles intègrent quelques éléments plus légers que le fer, comme le soufre, le silicium ou encore l'oxygène. Mais à une profondeur de 1500 km, la pression est immense, plus de 45 gigapascales, et surtout trop importante pour que la température de 3500 degrés Celsius maintienne les silicates à l'état fondu. La profondeur de cette transition est déterminée par l'intersection entre la courbe de fusion commençante et le gradient géothermique. Le fer s'accumule en formant des mares plus ou moins larges. Dès que leur masse dépasse une certaine valeur, le contraste de densité est suffisant pour qu'elles traversent la matière solide sous forme de gigantesques gouttes appelées les diapyres. Leur coalescence forme petit à petit le noyau au cœur de la planète. Il est totalement fondu au début de l'histoire de la Terre. Avec le temps et le refroidissement, une graine solide se forme là où la pression est plus importante, c'est-à-dire au centre. Sa rotation dans le liquide métallique engendre un champ magnétique par effet dynamo. Les éléments sidérophiles ne se retrouvent cependant pas tous dans le noyau. Le coefficient de partage entre les deux parties varie en fonction de la pression, de la température et de la teneur en oxygène. La finesse des équilibres chimiques qui entrent en jeu entre métal et silicate engendre des écarts de conduite. Seulement 1/3 du fer est intégré dans le noyau. Une grande quantité persiste dans le manteau aux côtés d'autres éléments sidérophiles. Le noyau de la Terre met près de 30 millions d'années à se former. Au regard des temps géologiques, c'est un temps très court. Son achèvement correspond à l'impact géant qu'elle a subi à l'origine de la Lune. Le noyau, à son achèvement, est un réservoir de fer liquide, mais n'a pas de graines solides. Sa forme n'est pas une sphère parfaite, et il se peut que son centre et celui de la planète ne coïncident pas. Le fer et le nickel sont accompagnés d'autres éléments dans leur migration vers le centre.
majoritairement des éléments légers comme l'oxygène et le silicium, représentant environ 10% de la masse totale du noyau. La formation d'une graine solide est impossible du fait de la température extrêmement élevée, ce qui a une conséquence non négligeable sur l'émergence de la vie, puisqu'en l'absence de dynamo interne, la Terre se retrouve privée de champ magnétique. La Terre, sous sa forme primitive, est une boule de lave en fusion. Elle est continuellement frappée de corps et de météorites, faisant entrer en fusion les roches à chaque endroit de l'impact. Ces derniers sont innombrables, et la planète atteint jusqu'à 4700 degrés Celsius à sa surface. Après 100 millions d'années, la surface de la planète est recouverte d'une croûte de roches figées de basalte et comatite qui se fissure et dérive au gré de l'effervescence des profondeurs. Le manteau de la Terre est solide et est constitué d'une partie en olivine et d'une autre en pérovisquite. La température encore relativement élevée stimule les cellules de convection qui continuent de brasser ces matériaux. Leur viscosité n'en fait pas encore une structure complètement solide et ils sont continuellement déformés. Après 160 millions d'années, l'océan magmatique généralisé est cristallisé en totalité. Après la croissance exponentielle de sa masse, la jeune Terre traverse une période de calme durant laquelle les impacts météoriques diminuent considérablement. Une fois 90% de sa masse accrétée, un événement non des moindres survient, grâce auquel la Terre atteindra sa taille actuelle. Un dernier impact géant avec la planète Theia. La jeune Terre poursuit son évolution. Son accrétion est quasiment terminée. Suite à la période d'emballement gravitationnel, elle a atteint 90% de sa masse actuelle. Elle s'est refroidie et atteint une température de 1100 degrés Celsius à sa surface. Le système solaire continue à être violemment bombardé par des astéroïdes. Bien que sa zone d'accrétion soit nettoyée, la Terre va alors subir une collision importante avec une autre protoplanète de la taille de la planète Mars, une compagne céleste, transitant sur une orbite voisine qui répond au doux nom de Theia. Theia vient impacter violemment la planète. Une quantité significative de matériaux se trouve éjectée loin de la Terre. Theia est totalement disloquée, ainsi que la couche externe et une partie du manteau. Une grande partie du fer de son noyau est transférée à la Terre. Un anneau de débris se forme autour de la Terre pour ensuite s'accréter en un temps très court, de l'ordre d'une centaine d'années, et former un satellite, la Lune. L'énergie impliquée lors de l'impact est considérable. Ce sont des milliards de tonnes de matériaux qui sont fondus et vaporisés. Sur certaines parties de la Terre, on relève une température atteignant les 10 000 degrés. La couche externe de la Terre se fond en un océan de magma sur au moins 1000 km de profondeur. La fusion des silicates génère un magma pauvre en silicium. Les solides résiduels silicatés qui sont plus denses constituent le manteau inférieur. L'alliage du fer et du nickel, qui est encore plus dense, migre vers le centre et entraîne avec lui les éléments ayant une forte affinité pour le fer, comme le platine, l'or, l'iridium ou encore le tungstène. La Terre s'apparente à un empire de lave. Elle est désormais constituée d'un noyau liquide d'environ 3400 km de diamètre, d'un manteau inférieur de 1900 km d'épaisseur et d'un manteau supérieur, l'océan magmatique, de 1000 km d'épaisseur. La fusion du manteau supérieur laissant échapper la quasi-totalité des gaz, une atmosphère commence à se former.
La Terre n'a ni eau ni croûte. Le système solaire est alors beaucoup trop chaud pour permettre à l'eau d'exister sous forme liquide. Elle ne contient pas assez d'hydrogène pour que son oxygène puisse former de l'eau. L'énergie nécessaire à l'agglomération des matières en orbite autour de la Terre est suffisamment importante pour faire fondre également une partie de la Lune et créer un océan magmatique lunaire de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur composé de silicates fondus. Compte tenu de sa taille relativement modeste et du manque d'éléments radioactifs, ce magma n'est pas maintenu à l'état liquide bien longtemps, seulement le temps de l'accrétion. La Lune, nouvellement formée, se trouve pourvue d'un noyau de fer relativement petit. Cela s'explique par le fait que le noyau de Theia a majoritairement fusionné avec celui de la Terre. La Lune gardera les cicatrices de ce choc. La Terre, quant à elle, sera remodelée grâce à l'activité volcanique et l'érosion. La collision entraîne l'inclinaison de l'axe de la Terre de 23,5 degrés, ce qui engendre les saisons. L'axe de la Terre est la ligne imaginaire qui relie le pôle Nord au pôle Sud. C'est autour de lui que la planète effectue sa rotation. Lors de la collision entre Theia et la Terre, cet axe d'inclinaison est dérivé par rapport au plan écliptique, le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil. L'axe est toujours dirigé dans la même direction, mais durant une partie de l'année, l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil, puis durant la deuxième partie de l'année, c'est l'hémisphère sud. Le Soleil chauffe davantage l'hémisphère incliné dans sa direction lorsque c'est l'été. Il chauffe par conséquent moins l'hémisphère opposé lorsque c'est l'hiver. Lors du printemps et de l'automne, le Soleil procure une quantité de chaleur semblable aux deux hémisphères. Le couple Terre-Lune, de dimensions non négligeables et se situant à des distances relativement proches, va subir les effets de la gravitation, ce qui va occasionner le phénomène de force des marées. La Lune va avoir des effets sur les parties de la Terre qui sont les plus proches d'elle, à un moment donné. Le point de surface terrestre qui lui fait face subira plus les effets de la force de gravité que le point de surface qui se trouve à l'opposé au même moment. La Terre est soumise à des forces différentielles qui vont l'étirer en direction de la Lune et la comprimer dans la direction des pôles. L'effet le plus flagrant de cette influence a lieu sur la partie la moins rigide de la Terre, qu'est l'océan. Son état liquide réagit aisément à l'influence de la gravité locale, ce qui engendre le phénomène des marées. Les deux renflements de la Terre étant symétriques, un point donné subira 2 marées hautes et 2 marées basses par jour. Le Soleil intervient également dans le phénomène des marées. Il se situe beaucoup plus loin de notre planète que la Lune, mais il participe à la création d'une force de marée équivalente à la moitié de celle de la Lune. C'est de la somme des forces des marées provenant de la Lune et du Soleil que dépend l'amplitude réelle de la marée. Les forces des marées vont également avoir un effet sur les parties rigides de la Terre. La croûte terrestre est ainsi étirée dans la direction de la Lune sous son influence. Si la Lune et la Terre avaient des périodes de rotation identiques, le renflement serait constamment braqué vers la Lune. Toutefois, la rotation du satellite est beaucoup plus lente que celle de notre planète. Le renflement de la Terre est rigide et entraîné par la rotation de la planète elle-même, qui le fait graviter plus vite que la Lune et pointer en avant de son mouvement. L'attraction gravitationnelle de la Lune sur le renflement va l'orienter vers l'arrière et l'empêcher de suivre le mouvement de la Terre. Au fil des millions et des milliards d'années, ce jeu gravitationnel ralentira la rotation de la Terre et accroîtra le moment orbital de la Lune, ce qui provoquera un éloignement progressif de celle-ci et une diminution de sa vitesse de révolution.
La période de rotation de la Terre augmentant et celle de la Lune diminuant, les deux objets vont converger vers une situation de rotation synchrone. À partir de ce moment, la Lune présentera toujours sa même face à notre planète. La surface de la Terre est recouverte d'une couche de magma durant ses premiers millions d'années d'existence. Les continents ne sont pas encore formés. Les océans qui se forment sont vaporisés de temps à autre à cause des impacts d'astéroïdes géants. Le Soleil brille faiblement à cette époque. La Terre a subi de nombreuses collisions, ce qui a provoqué la libération d'une gigantesque quantité d'énergie et fait fondre une partie de sa matière. L'océan de magma qui recouvre sa surface et sur 600 à 1000 km de profondeur atteint les 2000 degrés Celsius et rejette de l'hydrogène, de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, des silicates et de l'azote. La Terre subit un énorme dégazage. L'atmosphère s'épaissit. Elle devient étouffante et obscurcit le ciel. La pression est insoutenable. La chaleur qui irradie dans l'espace a cependant un effet non négligeable. Elle fait chuter la température sur la planète. La Terre se refroidit et sous l'influence de la radioactivité, son cœur s'échauffe. Des mouvements de convection se mettent en place. La matière qui compose le manteau remonte vers la surface, au niveau des dorsales de quelques centimètres par an, puis redescend au niveau des zones de subduction. La chaleur est expulsée sur la surface durcie sous forme d'éruptions volcaniques. Quelques fragments de croûte apparaissent ici et là, tels des petites îles flottant sur un magma visqueux. Les volcans rejettent à leur tour des gaz dans l'atmosphère. L'eau du magma se dissout et va diminuer la densité de ce dernier au point que la croûte ne parvient plus à flotter. Les laves sont à cette époque composées de basalte komatiitique et de komatiite formant une série continue entre un pôle très riche en magnésium et pauvre en calcium et aluminium. Les komatiites sont des sortes de fossiles pétrographiques provenant de la fusion du manteau, des roches essentiellement composées d'olivine et de pyroxène. Plus aucun volcan n'en produit aujourd'hui. Soumises à haute température, ces laves ont une très faible viscosité et s'écoulent à l'image de l'eau. À l'interface avec l'atmosphère, ces laves subissent un choc thermique, ce qui engendre la formation de cristaux squelettiques d'olivine qui s'apparentent à des arêtes de poisson et s'enchevêtrent. La cristallisation des minéraux les plus denses se produit à 1000 km. Le silicate de magnésium prend la structure de la pérovskite. À la surface, la banquise irrégulière de roches figées et fragmentées par les turbulences du magma et par les impacts météoriques commence à couler fragment après fragment. Ce sont par conséquent les différences de densité qui vont définir la structure de l'océan magmatique au cours de son refroidissement. Ces écarts de densité sont eux-mêmes liés à la teneur en eau et à la différence de pression en fonction de la profondeur. Les fragments de croûte plongent vers le bas, jusqu'à la limite de transition de densité du magma à 250 km. C'est également là que s'accumulent les olivines qui remontent des profondeurs en flottant et que se forment les dunites, des roches solides qui isolent deux compartiments dans l'océan magmatique. Les deux espaces se réduisent à mesure que la chaleur de la Terre s'évacue et la zone des dunites s'élargit tant vers le haut que vers le bas. Des turbulences violentes s'abattent sur la Terre. La partie supérieure en est fortement perturbée et des banquises mobiles de roches de basalte se déplacent à la surface. La Lune se situe à seulement 25 000 km de la Terre et déclenche de gigantesques marées. La masse de magma
dégage une chaleur insoutenable, et pourtant, en certains endroits de la surface, il fait froid. L'énergie solaire est plutôt faible et est compensée par un puissant effet de serre d'une atmosphère emplie de gaz carbonique, de méthane et d'hydrogène sulfuré. Il se produit un déficit énergétique qui provoque la solidification de la lave. Des banquises de basalte et de comatite, en partie serpentinisées, flottent et sont déplacées sur la partie supérieure de l'océan magmatique. Un gradient thermique fort s'installe entre la surface et les profondeurs et de nombreuses cellules de convection très actives se forment. La protocroûte terrestre qui se forme au-dessus de l'océan de magma est décrite comme une banquise dont les éléments dérivent. Mais la composition de la lave à cette époque et sa réaction avec l'eau ont joué un grand rôle. La Terre, qui est très chaude, entretient plusieurs cellules de convection. Leurs branches ascendantes émergent à la surface à la manière de chaînes volcaniques, comparables aux rides médio-océaniques qui limitent les plaques et produisent beaucoup de lave. Leur gigantesque longueur cumulée leur permet d'évacuer la chaleur interne. Néanmoins, même si les conditions sont extrêmement difficiles, l'eau liquide existe à l'interface avec l'atmosphère puisque des proto-océans prennent forme et se reforment même après avoir subi des impacts qui les vaporisent. Les réactions d'altération aqueuse provoquent la formation d'argiles magnésiennes en surface et la transformation des olivines et des pyroxènes en serpentine en profondeur. Recyclés dans l'océan magmatique, ces minéraux servent de transporteurs pour introduire des molécules d'eau dans ce qui va former le manteau supérieur. L'eau est partout. Elle diminue le point de fusion des silicates et permet ainsi une fonte à une température plus basse. C'est un véritable cycle de l'eau qui se met en place entre les roches et l'atmosphère. Plus la chaleur de la Terre s'évacue, plus les banquises de roches se forment. Ces îlots se retrouvent entourés d'eau, les océans, qui commencent à devenir permanents, alimentés par des pluies continuelles. Les plaques primitives se heurtent. Leurs fragments tombent dans la matière en fusion sous-jacente. Ils se mélangent et donnent naissance à de nouvelles formes de magma qui remontent en surface grâce à leur faible densité. Les volcans sont alimentés et rejettent des laves plus riches en silice. À quelques kilomètres de l'interface avec l'atmosphère, ils cristallisent et forment des plutons, des massifs de roches composés de feldspath, micas et quartz. Ces dernières constituent une famille de roches particulières dont l'histoire est étayée par des cristaux appelés zircons. Ce minéral de la croûte terrestre est utilisé de nos jours pour la datation radiométrique du fait de sa forte résistance aux changements chimiques. Il prend une forme de cristaux ou de grains dans les roches hautes, ignées et métamorphiques. Il demeure dans le futur en très faible abondance, car la tectonique des plaques implique un recyclage des matériaux. Lorsque la roche est ensevelie profondément, elle se retrouve chauffée et peut fondre ou recristalliser. Ces roches en formation sont les prémices de véritables continents. Leur densité est plus faible que le magma en dessous d'elles. Elles flottent donc en surface. Accolées aux plutons, elles forment les cratons, les ébauches des futurs continents. La Terre commence à se dessiner dans la structure qui nous est plus ou moins familière. La Terre s'est bien refroidie. La température de sa croûte océanique dans les zones de subduction n'augmente que de 15 à 20 degrés par kilomètre. Les réactions métamorphiques qu'elle subit produisent de l'eau continuellement à cause de la destruction des minéraux qui contiennent des radicaux hydroxyles comme la serpentine. C'est dans des profondeurs de plus d'une centaine de kilomètres que les dernières espèces hydroxylées disparaissent, ce qui va engendrer la formation de roches composées en totalité de minéraux anhydres.
L'eau libérée gagne le manteau sous-jacent, diminuant le point de fusion des péridotites. Elles fondent dans une proportion n'excédant pas 10 à 15%. Le gradient géothermique est à l'époque beaucoup plus fort qu'actuellement. L'élévation rapide de la température avec la profondeur entraîne la déshydratation et la fusion de la plaque océanique dès 50 km de profondeur. Le gradient géothermique diminue. Des interactions de plus en plus fréquentes se produisent avec le manteau du fait que la fusion de la plaque océanique se produise à des profondeurs croissantes. La Terre atteint sa taille actuelle. Elle est toujours soumise à l'énergie colossale dégagée lors de la collision. Les matériaux qui la composent fondent. Le fer, plus dense, coule vers le centre et s'allie au nickel. Au bout de centaines de millions d'années, ce cœur, devenu un noyau liquide et bouillonnant, commence à se refroidir. Mais ce refroidissement ne s'opère pas de façon homogène dans tout le noyau. Les différences de température entre la couche externe et le centre provoquent des mouvements de convection dans le fluide qui s'installe dans un champ magnétique gigantesque, celui du Soleil. Le fer en fusion est un élément conducteur. S'il est mis en mouvement dans un champ magnétique, il engendre un courant électrique qui crée à son tour un champ magnétique cumulé au champ primitif. Le champ magnétique va désormais protéger la Terre des effets des éruptions solaires. Tel un bouclier, il protège l'atmosphère et par la suite, les premières formes de vie des aléas météorologiques aux effets souvent dévastateurs. Les impacteurs de la prototerre, que ce soit Theia, les planétésimaux et les météorites, sont constitués de roches, de métaux, de gaz, mais également d'une grande quantité de glace d'eau. Lors des impacts, une part de l'énergie libérée est transmise aux éléments les plus légers, les libérant ainsi de l'attraction terrestre. D'autres impacteurs libèrent des éléments volatiles sur Terre. Le vent solaire est un vent dévastateur et brûlant. Il balaye tout sur son passage. Toutes les traces d'atmosphère sont soufflées vers les profondeurs du système solaire. Ce vent de l'enfer atteint une température de plus de 700 degrés Celsius. Le vent solaire dissipe les éléments légers dans le milieu interplanétaire. Il est très intense à cette époque, puisque le Soleil tourne sur lui-même 3 fois plus vite qu'aujourd'hui et que son activité est plus intense. Alors que la jeune étoile brûle le deutérium pour former de l'hélium-3, sa température monte et elle expulse de gigantesques bouffées de gaz ionisés, principalement composés d'hydrogène. La jeune Terre se constitue de très peu d'éléments légers, car l'hydrogène et le deutérium se sont concentrés majoritairement dans le Soleil. Dès lors que le vent solaire se calme, la Terre débute la constitution d'une nouvelle atmosphère. Les poussières et les cailloux qui forment la Terre primitive sont constitués de molécules capables de se vaporiser comme de l'eau et des silicates. Des phénomènes violents viendront dans quelque temps les libérer. En raison d'un manque d'oxygène, la couche d'ozone n'est pas encore formée. La vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère est donc photodissociée en atomes d'hydrogène qui s'échappent dans l'espace sous l'effet du rayonnement UV. L'atmosphère primitive contient du gaz carbonique et de l'azote en grande proportion. À cela s'ajoute du méthane, du dioxyde de soufre, de l'ammoniac et de l'acide chlorhydrique, une composition identique à celle de Vénus actuellement. L'atmosphère est teintée de rose, due au méthane d'origine volcanique, météorique et cométaire. La planète s'apparente à une véritable cocotte minute. L'eau est très chaude, aux alentours des 200 degrés Celsius, et fortement concentrée en sel. La pression de l'atmosphère primitive est dense et chargée en vapeur d'eau et en gaz carbonique, bien supérieure à la pression actuelle.
La croûte qui se forme sur la surface de la Terre empêche les échanges de chaleur avec l'extérieur et cause un brusque refroidissement. La vapeur d'eau présente dans l'atmosphère se condense et un véritable déluge s'abat sur toute la surface de la Terre. Cette dernière, encore très chaude et toujours bombardée d'astéroïdes, reçoit des précipitations de l'ordre de 4 à 7 mm d'eau par an, soit 10 fois plus que les pluies qui tombent dans les zones tropicales actuelles. En seulement 1000 ans, la totalité des océans est formée. Ces océans ne restent pas en place bien longtemps. Dès lors qu'un astéroïde de plus de 5 km de diamètre tombe sur la Terre, il produit une énergie telle qu'il vaporise toute l'eau en place jusque-là. Le bombardement s'apaise, l'atmosphère se refroidit et les océans se reforment, jusqu'au prochain impact. Les astéroïdes et les comètes n'ont pas que des effets néfastes pour l'arrivée de l'eau sur Terre. Leur contenu est riche en eau et rejoint en partie l'atmosphère. La Terre est composée de grands plateaux basaltiques et de protocontinents. Les planètes géantes gazeuses sont en pleine migration. Les effets de résonance gravitationnelle dépeuplent la ceinture d'astéroïdes de Jupiter et la zone proximale de la ceinture de Kuiper avec Saturne, Uranus et Neptune. Un redoublement des impacts cométaires et météoriques survient durant quelques millions d'années. La Lune, Mars, Mercure et la Terre sont violemment touchés. Leur surface est marquée par de nombreux cratères d'impact. Certains astéroïdes impactant la Terre ont un diamètre de taille supérieure à la taille de la France. Les chocs sont d'une telle violence que l'énergie libérée suffit à vaporiser une partie des océans. Ce lourd bombardement tardif change l'apparence de la Terre et réintroduit des éléments chimiques que l'on ne trouvait plus qu'en quantité négligeable. La surface est comme ensemencée de nouvelles graines. Les possibilités de transformation inorganique et organique qui surviennent au contact de l'eau des océans et de l'atmosphère sont révolutionnées. C'est une porte ouverte au développement de la vie. Les gros bombardements laissent place à des bombardements de corps plus petits. Les impacts ne vaporisent plus l'eau de la Terre, au contraire, ils l'approvisionnent. Les océans gonflent. Le gaz carbonique présent dans l'atmosphère se dissout dans ces océans primitifs et les rend très acides. Les minéraux silicatés sont désagrégés. Le fer, qui n'est pas encore oxydé, se libère dans l'océan sous forme soluble et lui donne une couleur vert-brun. Le paysage devient plutôt calme, comme s'il se préparait à accueillir la vie. Le ciel rosé recouvre une grande partie de la surface de la Terre. La planète bleue n'est pourtant encore pas si bleue. Les remontées des gaz volcaniques provenant du manteau terrestre donnent naissance, entre autres, au chlore. Les météorites, notamment les chondrites, contiennent des silicates fondus. C'est à travers ces deux vecteurs que la Terre se retrouve forgée de sel. Les éléments les plus légers se retrouvent en surface où ils sont érodés puis déplacés jusqu'à la mer par l'eau et le vent. Les océans atteignent enfin leur volume final. La Terre semble s'apaiser. C'était sans compter sur la lourde croûte qui s'est refroidie et figée en surface, qui commence à se fragmenter sous l'effet de son propre poids et à fondre sous l'effet de la chaleur des entrailles de la Terre. Mais cela n'empêche pas la vie de faire une première apparition. Traditionnellement, une planète devient habitable dès lors que l'eau est stable en surface. Cela suppose en amont que la vie est basée sur la chimie de l'eau, mais aussi du carbone. L'atome de carbone est l'un des plus propices à l'instauration de liaisons et par conséquent à la formation de molécules plus longues et plus sophistiquées ayant des propriétés diversifiées. Les molécules organiques ne sont pas stables lorsque la température est élevée. Il faut attendre que la température baisse en dessous des 150 degrés Celsius
pour que la vie apparaisse. La vie à cette époque est totalement bactérienne. Les premières molécules organiques sont édifiées par des phénomènes physico-chimiques tels que l'évaporation de l'eau, la réaction des molécules d'eau avec les gaz contenus dans l'atmosphère, la condensation et la précipitation en pluie. La soupe prébiotique est ensuite acheminée vers les océans grâce au ruissellement de l'eau. Cette soupe mène à la formation d'une sorte de membrane à la surface de l'eau. Ébranlée par le courant, la membrane se fractionne en gouttelettes qui enferment d'autres molécules séparées du milieu ambiant, les coacervats. Les bactéries, à cette époque, se nourrissent de la transformation chimique de molécules organiques présentes dans le milieu aquatique. Au bout d'un certain temps, faute de trouver ce type de nourriture, elles commencent à se manger les unes les autres. Ce premier acte de prédation permet de passer à une étape fondamentale dans la sélection naturelle et l'amélioration des caractéristiques, puisque seuls les mieux adaptés survivent. Le coacervat est alors comme un système clos, et sa composition se distingue de celle des solutions qui l'environnent. Mais il lui manque encore la signature des vraies cellules, puisqu'il est dépourvu de protéines, d'enzymes et d'ARN. L'émergence de la vie est, de façon très simplifiée, un processus en 2 étapes impliquant un mécanisme purement chimique, la chimie prébiotique, puis une série de réactions biogéochimiques complexes résultant des toutes premières manifestations de l'activité biologique. La 2e étape appartient déjà au monde du vivant et conduit les coacervats à s'enrichir jusqu'à atteindre le stade des protobiontes, des sortes de capsules délimitées par une membrane lipidique qui contient une émulsion de produits organiques, lipides, sucres et protéines. Ils sont les prémices des protocellules, sont non libres et très dépendants de leur support minéral. Puis, la catalyse par les enzymes et les ribosomes se substitue aux surfaces minérales. Un véritable métabolisme autotrophique, qui se nourrit de produits inorganiques prodigués par l'environnement, émerge. Les protobiontes voient leur masse augmenter et parviennent à se diviser. Leur structure se complexifie et s'apparente à celle des bactéries. C'est ici que l'UCA, c'est-à-dire Last Universal Common Ancestor, l'ancêtre commun universel, dont toute la vie émerge sur Terre. Il n'est pas le premier organisme vivant, mais bien un organisme complexe déjà issu d'une longue évolution guidée par la sélection naturelle. L'UCA est une cellule non libre, très dépendante de son support minéral, confinée dans les micropores de cheminées hydrothermales alcalines. Il présente un métabolisme basé sur des réactions d'oxydoréduction et est en capacité de se reproduire. Elle ne peut pas se nourrir de matière organique préexistante. En contrepartie, elle possède des enzymes qui interviennent dans le métabolisme des nucléotides et un ribosome primordial qui synthétise les protéines. L'UCA possède une structure cellulaire complexe. Dès lors que l'UCA a été en capacité de synthétiser elle-même les composants lipidiques et protéiniques de ses membranes, elle évolue en être vivant prokaryote et elle se libère. Le monde des bactéries s'ouvre sur une planète entière à coloniser. Quelques-unes d'entre elles deviennent hétérotrophes et rejettent du méthane ainsi que de l'oxygène. Dans les noyaux continentaux et autour d'eux se mettent en place des ceintures de roches volcaniques vertes avec leurs produits d'érosion. Parmi ces roches, les comatites proviennent de magmas profonds générés par une fusion poussée de plus de 20% du manteau de la Terre. Cela suggère beaucoup de chaleur pour parvenir à faire fondre une aussi grande part du manteau. Ces chaînes de montagnes qui se mettent en place sont aussitôt la proie de l'érosion. C'est le phénomène de l'orogenèse.
Les mouvements tectoniques de la croûte terrestre amènent progressivement à la formation d'un supercontinent appelé Vaalbara. Un supercontinent est une masse continentale qui regroupe plusieurs continents. Il se forme par cycle grâce à des actions de fragmentation et d'assemblage influencées par la tectonique des plaques. Les supercontinents bloquent le flux de chaleur de l'intérieur de la Terre, ce qui engendre une augmentation de la chaleur de l'asténosphère et quelquefois l'apparition de phénomènes sismiques sur la lithosphère, comme la formation de volcans. Le magma qui remonte et certains fragments du supercontinent s'écartent jusqu'à le disloquer. La reformation de supercontinents survient lorsque les fragments se rejoignent, après avoir dérivé à la surface de la Terre. Le supercontinent Vaalbara prend forme grâce à la contraction de deux cratons, Cap Vaal et Pilbara. Les cratons sont les premières montagnes du début de la Terre. Nés d'une activité volcanique gigantesque, ces sommets ignorent les séismes et atteignent des profondeurs de 200 à 300 km. Le craton du Cap Vaal s'étend sur une zone d'1 200 000 km² dans l'actuelle province du Limpopo, en Afrique du Sud. Sa formation et sa stabilisation sont dues à la présence de batholithes granitiques, qui ont épaissi et stabilisé la croûte continentale. Le craton de Pilbara, quant à lui, se situe dans l'actuelle région de Pilbara, en Australie occidentale. Ces deux cratons sont les deux seules croûtes continentales préservées. Organismes unicellulaires vivant dans l'eau en colonie, elles sont les premiers éléments de la chaîne alimentaire capables d'utiliser la lumière du soleil comme source d'énergie. Les cyanobactéries sont unicellulaires et n'ont pas de noyau. Elles sont composées de deux zones différenciées. En périphérie, c'est le chromoplasma qui assurera la photosynthèse et les fonctions de respiration et de fixation de l'azote. Au centre de la cellule, le centroplasma contient l'ADN. Elles sont le plus souvent de forme filamenteuse et d'aspect gluant. Elles synthétisent leur propre nourriture grâce à la photosynthèse et produisent des déchets, avec entre autres l'oxygène. La photosynthèse est le plus connu et le plus répandu des modes de production d'énergie chimique utilisant la lumière et mise au point par des êtres vivants dans l'objectif de s'alimenter. Elle est réalisée grâce à des pigments organiques chlorophylliens. La photosynthèse se décline en deux variantes, oxygénique et anoxygénique, la dernière étant la plus ancienne. Elle concerne uniquement les bactéries telles que les bactéries vertes du soufre, les bactéries pourpres ou encore les héliobactéries vivant en milieu aqueux dépourvu ou pauvre en oxygène et contenant du soufre réduit dissous. Les pigments actifs de ces bactéries sont les bactériochlorophylles. La photosynthèse oxygénique, quant à elle, est réalisée par les cyanobactéries et les eucaryotes comme les algues et plantes terrestres qui sont des organismes se nourrissant sans assimiler d'autres organismes. Leurs pigments actifs sont les chlorophylles. La photosynthèse appartient à la classe des équations chimiques d'oxydoréduction. Le rayonnement solaire fournit l'énergie pour la réaction. Les pigments captent l'énergie lumineuse. Le cœur de ces pigments est une structure chimique cyclique enfermant un atome de magnésium. Les pigments chlorophylliens absorbent de préférence la lumière solaire rouge, d'où leur couleur verte. Quant aux pigments bactériochlorophylliens, ils ont une préférence pour la lumière rouge et l'infrarouge proche. Les cyanobactéries peuplent les stromatolites, des structures mi-vivantes, mi-rocheuses, formées par une gélatine bactérienne filamenteuse qui piège le carbone de l'air pour l'incorporer sous forme de sédiments dans la roche. Les stromatolites se forment par un processus étonnant. Les colonies de cyanobactéries font leur photosynthèse durant la journée. Dans des eaux riches en sels minéraux, cette réaction favorise la précipitation de calcaire qui se dépose sur la couche de bactéries. La nuit, ces mêmes bactéries
produisent comme un mucus sur lequel viennent se coller les sédiments en suspension. La première colonie de bactéries est étouffée sous un tapis de pierre, d'où le nom stromatolithe, puisque stroma signifie tapis en grec, et lithos signifie pierre. Une autre colonie de bactéries vient s'installer sur ce feuillet minéral jusqu'à former une roche. La construction des stromatolithes est lente, puisqu'elle ne gagne que 0,4 mm par an en moyenne. Leurs formes peuvent varier selon la profondeur et les mouvements de l'eau. Le soleil brille d'un jaune pâle, presque éteint, qui dissipe à peine l'obscurité qui règne sur Terre. Dans le ciel, des nuages de cendres noires et stagnants s'épandent et une odeur de soufre emplit l'atmosphère. Des jets de lave basaltique s'élèvent dans l'air jusqu'à des centaines de mètres de hauteur avant de retomber sur la surface de la Terre. Les fissures rejettent des panaches de vapeur blanche-bleue de lave bouillante. Ces laves contiennent une forte proportion d'olivine, silicates de fer et magnésium, un rapport calcium-aluminium élevé et une extrême richesse en magnésium, jusqu'à 30%. L'intensité du rayonnement solaire émis est 20 à 30% plus faible qu'aujourd'hui. Comparativement, si l'atmosphère de la Terre avait la même composition que notre atmosphère actuelle, la planète aurait totalement gelé en seulement quelques centaines d'années. Ce paradoxe du Soleil froid s'explique par plusieurs hypothèses. Même si le Soleil chauffe moins, la vie est beaucoup moins développée. Les organismes vivants n'ont pas dégagé beaucoup d'oxygène, ni utilisé le CO2 pour le précipiter en carbonate. La végétation étant inexistante, les racines ne consomment pas le CO2 des roches silicatées. L'atmosphère est alors 10 à 100 fois plus riche en CO2 qu'aujourd'hui. Le méthane, en l'absence d'oxygène, n'est pas oxydé en CO2 et persiste sous sa forme d'origine. Il est considérablement présent dans l'atmosphère. C'est grâce à cette quantité importante de gaz à effet de serre qu'un climat tempéré règne sur la Terre et que l'eau liquide est présente. Les premiers organismes vivants présents dans l'eau utilisent le rayonnement du soleil pour transformer l'eau et le CO2 en glucides. Ce processus de transformation libère un déchet, l'oxygène. Ce dernier est très nocif pour le vivant de l'époque. Certains organismes anaérobies stricts voient l'oxygène comme un poison mortel. Il n'est pas un élément toxique par lui-même, mais par les dérivés qu'il va former au contact de certaines autres substances biologiques, avec par exemple l'ion superoxyde ou l'eau oxygénée. Les organismes aérobies disposent de systèmes rendant ces dérivés inoffensifs. Mais les premiers organismes vivants ont une sensibilité accrue à l'oxygène. Ce dernier, l'oxygène, ne s'accumule pas tout de suite dans l'atmosphère, puisqu'il est produit par les organismes vivant dans les océans. En réaction avec le fer présent dans l'eau, il précipite en oxyde de fer et reste donc limité au milieu aquatique. Au bout d'1 milliard d'années, le fer des océans est totalement oxydé et c'est là que, progressivement, l'oxygène gagne l'atmosphère. Beaucoup d'organismes succombent lorsque l'oxygène apparaît. Certains réussissent à s'en sortir en trouvant des abris dans des niches dépourvues d'oxygène, puis d'autres se font forcer d'évoluer pour survivre dans ce milieu qui leur devient hostile et deviennent aérobiques. L'évolution en aérobie passe dans un premier temps par des enzymes qui se contentent de neutraliser les poisons créés par l'oxygène. Puis, la membrane cellulaire s'adapte et apparaît le premier système couplant la consommation d'oxygène à l'assemblage ATP. Les organismes deviennent avec le temps de plus en plus dépendants de l'oxygène pour leur alimentation en énergie. Et enfin, apparaissent les bactéries aérobies. Succédant au supercontinent Vaalbara, le paléocontinent Ur émerge à la suite de collisions successives de différents arcs insulaires d'origine volcanique. La croûte continentale est suffisamment développée et modifie significativement la composition chimique du manteau supérieur.
La différenciation magmatique appauvrit le manteau supérieur au fur et à mesure que les magmas, de plus en plus granitiques, en sont extirpés. La Terre s'est encore refroidie et cela engendre une augmentation de la viscosité du manteau. L'angle de la subduction est en hausse, et si la plaque fond encore, les magmas résultants sont aisément mélangés avec ceux provenant de la fusion du manteau. De nouvelles terres continentales continuent de se former. La température des entrailles de la Terre se refroidit. Le basalte continue de s'enfoncer et se déshydrate par la même occasion, ce qui l'empêche de fondre. Son eau qui remonte en surface humidifie une partie du manteau qui, lui, se met à fondre et façonne de nouveaux fragments de croûte continentale de composition totalement différente. Les masses voyagent à une telle puissance qu'elles finiront à un moment par s'assembler en un nouveau supercontinent. En plus d'1 milliard d'années depuis sa formation, la Terre change tant dans sa composition que dans son apparence. Après une période s'apparentant à l'enfer, le calme revient et une vie discrète peut commencer à se développer. Cette vie va se retrouver confrontée à de nouveaux bouleversements et va devoir évoluer et s'adapter à ces changements de conditions qui lui sont imposés. Notre voyage s'arrête ici pour aujourd'hui. Vous êtes curieux de découvrir à quoi ressemblait la Terre il y a 3 milliards d'années ? Rendez-vous dans la prochaine vidéo.